Je pense que le débat va se poursuivre de manière peut-être beaucoup plus pointue dans la séquence qui vient, parce qu'on a travaillé un certain nombre de questions, questions qui vont un peu plus dans la précision de ce que sont nos problématiques d'éducation physique. Et pour ce faire, donc, avec Nico Hirt, nous accueillons à la table Angelko Zvrlin, qui est secrétaire national du SNEP et qui s'occupe du groupe pédagogique national. Et puis on a demandé à un collègue, alors lambda entre guillemets, parce qu'il a quelques responsabilités et compétences dans certains autres domaines que celui-là, mais un collègue de prof en collège, Frédéric Biotto. Et donc le jeu consiste à poser à ces trois personnes la même question, et puis à voir un peu ce qu'ils auraient à nous dire de l'endroit où ils se trouvent, puisqu'ils ne sont pas du tout dans la même posture, et l'un et les autres. Voilà. On va attendre que les mouvements puissent s'opérer. Angelko, tu veux te présenter ou pas? Il faut dire aussi que l'initiative qui nous intéressait aussi de mener aujourd'hui, elle intervient aussi dans une période où on essaye nationalement, enfin syndicalement, de mettre en avant des programmes alternatifs aux programmes de 2015 collège tels qu'ils ont été transformés et publiés officiellement, dans la mesure où on pense qu'effectivement ce débat sur les contenus précis de la discipline scolaire EPS nécessiterait peut-être qu'on mène plus de débats que ce qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent et qu'on se pose des questions liées aux problématiques que Nico vient de développer aussi. Donc si tout le monde est prêt, je pense qu'ils ont déjà pris connaissance des questions, bien sûr. La première question sera celle-là. Donc l'idée, c'est qu'on a 3 questions et qu'on puisse tenir en 3 fois 20 minutes sur chacune d'entre elles. Je vais me taire. Voilà. Comme ça, vous tiendrez. Non, c'est pas la peine, non. Non. Donc la première question était celle-là. On a vu que les débats en éducation physique, ils intègrent depuis près de 30 ans, voire peut-être même un peu plus, le terme de compétence dans notre milieu éducation physique. Au départ, il s'agit d'une réponse adaptée à construire dans une situation particulière d'une pratique particulière, la gymnastique, le volleyball, le handball, etc. Par exemple, dans le travail du collectif lyonnais Spirale, début des années 90, on trouve en avant-propos du numéro 3 de cette revue les éléments suivants. Je cite: « Le problème de l'enseignant d'EPS n'est pas que sa pratique ressemble à une pratique extérieure. La validité de ce qu'il fait est à rechercher dans la cohérence entre les finalités du système éducatif, les compétences développées dans des situations spécifiques des APS, des activités physiques et sportives, et des capacités transférables. » Ou encore, à propos du travail à mener pour établir des programmes, à cette époque, en 1990, notre effort est porté sur la détermination des contenus d'enseignement spécifiques à chaque APS, relative à un niveau d'enseignement en termes de capacité et de compétences. Donc aujourd'hui, le terme est utilisé dans une multitude de directions. Une définition qu'on peut appeler généraliste de la compétence a été imposée institutionnellement en EPS. Par exemple, on trouve dans nos textes des choses comme gérer un affrontement collectif ou individuel. Rien dans cette définition n'est dit sur ce qui doit être fait, maîtrisé, appris. Tout est possible. Donc la question s'adresse à nos 3 intervenants, c'est: qu'est-ce que vous pensez, vous, en fonction de vos travaux personnels ou de la réflexion professionnelle qui est la vôtre, de ce que devrait être la définition d'un élève compétent en EPS ou autre matière? En gros, quel type de définition programmatique de ce que doit être un élève instruit ou éduqué au sortir du système scolaire obligatoire? Qui veut commencer? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais donc essayer de m'appuyer un petit peu sur ce qui est porté par le SNEP pour essayer de répondre à la question. Et je commencerai par dire... alors, l'exposé de Nico Hirt m'a fait penser que j'ai trouvé des choses dans notre vocabulaire qui font qu'il ne me paraît pas évident que ce que porte le SNEP dans son approche dite culturaliste, mais on reviendra dans la 3e question notamment,
Et si couper que ça, en tout cas, ça ne paraît pas évident du tout de ce que vous décrivez comme approche par compétence. Mais je reviendrai peut-être plus tard si on a le temps. Je commencerai par dire, notamment en termes de tâches, de ce qu'on demande aux élèves dans les tâches, dans les activités, dans un contexte qu'on recherche complexe. Jacqueline Marcenac disait il n'est pas possible en EPS de proposer aux élèves des tâches en dessous d'un certain seuil de complexité. Sinon, on n'apprend rien. Ou alors, on n'apprend rien de culturellement significatif, puisque c'est l'option que l'on porte. Alors, je ferme la parenthèse de presque introduction. Je commencerai par dire qu'il n'existe pas d'élèves compétents en EPS dans l'absolu, en soi. Tout est une question de choix, d'intention, d'organisation politique du système d'enseignement. L'utilisation massive du terme de compétence n'est à l'échelle de l'histoire finalement qu'une péripétie, un moyen pour faire passer certaines idées. Tout ce qu'on vient d'entendre depuis plus d'une heure le confirme à mon sens. En gros, il s'agit de passer d'une école basée sur l'acquisition d'un bien commun, d'une culture, d'un bien public universaliste, que sont les savoirs physiques, sportifs et artistiques, à un bien privé, une compétence qui par définition est attachée à une personne et que l'on porte dans sa petite mallette avec soi. La bonne question pour le PS serait donc effectivement que doivent savoir faire les élèves, un élève à la sortie de la scolarité obligatoire, à la sortie du lycée, lycée professionnel pour ce qui nous concerne, à l'heure actuelle. Mais il faut bien avoir à l'esprit que tout est discutable, que tout doit se discuter, et on peut poser la question de savoir pourquoi l'institution, le ministère, mais aussi l'institution pédagogique, l'IG, l'EPS et les IPR, refusent de discuter. C'est certainement parce que, selon les analyses que nous portons, leur projet politique est discutable, puisque repose depuis quasiment toujours, tel qu'il est présenté, sur le principe du maintien des inégalités sociales et des inégalités scolaires. L'exposé qu'on a vu tout à l'heure le confirme également. Alors, pour reprendre une partie du texte que tu as cité, actuel, qui croyez-vous qui va s'en sortir quand justement on donne des généralités comme objectif? Par exemple, gérer un affrontement. On demande à un élève d'apprendre à gérer un affrontement. On demande aux enseignants de construire un enseignement, donc cadre A de la fonction publique, concept de son enseignement, avec gérer son affrontement. Alors que dans d'autres disciplines, on a, mais là encore je reviendrai, on a des programmes qui sont bourrés de savoir, de véritables savoirs disciplinaires émanant respectivement de leur culture. Lorsqu'on regarde les notes au bac entre voie générale et voie pro, et particulièrement en CP5, compétences propres numéro 5, qui était censé résoudre le problème, au contraire, ça l'accentue, puisqu'il manque l'explicite. Les travaux actuels, particulièrement ceux qui sont centrés sur l'échec scolaire, par exemple ceux du groupe ESCOL, montrent au contraire qu'il faut rendre les termes du contrat d'apprentissage extrêmement précis, explicites, donc disais-je, et sans ambiguïté pour que les élèves en difficulté apprennent. Si on demande aux gamins d'aller chercher tout seuls, alors qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut aller chercher, on risque d'avoir ceux qui le savent, parce que leur culture familiale... Je crois que ça ne marche plus. Je peux parler fort, c'est pas... Non, celui-là. C'est le micro qui est vide. Bien, non, si, c'est bon. Donc les travaux, par exemple, du groupe ESCOL montrent au contraire qu'il faut rendre les choses explicites. Donc je disais, si on prend par exemple une notion comme gérer un affrontement, si chacun met ce qu'il veut, on risque d'avoir
tellement de différences qu'on peut se poser la question à quoi ça sert d'avoir une discipline d'enseignement telle que la nôtre, censée produire du commun. Alors ensuite, qu'est-ce qui est commun dans notre champ? Eh bien, qu'est-ce qui est identifiable, reconnaissable, transmissible? C'est ce qu'on peut appeler la raison technique de la discipline. Je dirais, ce serait l'accès à une certaine technicité au sens des techniques du corps, selon l'acception sociologique de Marcel Mauss, je ne développe pas, qui est la spécificité de notre discipline, dans un espace qui est l'espace sportif et ou artistique, où l'individu joue à se développer. Pourquoi s'opposer, s'affronter ou autre chose? Parce que l'humanité a produit une culture ou des cultures pour jouer, s'entraîner, se dépasser. La question posée est celle d'identifier ce qui a été produit et ce qui est transmissible de façon à doter chacun et chacune de savoir et de savoir-faire pour avoir un bagage culturel, au-delà de la simple compétence dans une tâche ou dans un domaine donné. Dans notre champ, un bagage dans les techniques sportives et artistiques. Dans les techniques sportives et artistiques. Le SNEP, aujourd'hui, est le seul qui parle des techniques. Enfin, il nous semble. Je parle bien du milieu scolaire. Évidemment, à l'extérieur de l'école, on reviendra tout à l'heure aussi sur des choses qui se font, qui sont curieuses. Évidemment, le milieu sportif parle des techniques et reproche parfois au monde scolaire de ne pas développer assez cette notion et ces apprentissages très, très situés, si j'ose dire. C'est la même chose dans toutes les disciplines. Par exemple, si vous prenez les programmes de mathématiques, parce qu'il y a eu des réactions, à la sortie des programmes, il y a eu des réactions très différentes et variées selon les disciplines, que ce soit les réactions syndicales comme les nôtres, que ce soit les réactions des associations de spécialistes. Par exemple, les programmes de maths sont bourrés de maths. En maths, on fait des maths. En éducation physique et sportive, ma foi, on fait de tout, sauf du sport et des arts. Si on prend le texte. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, si on se pose la question de la réussite de tous et de toutes, alors il faut rentrer dans le détail. Nous portons l'orientation qu'il faut rentrer dans le détail. Donc je parlais des techniques, au sens large, APSA par APSA. Le choix du nombre des APSA, donc lesquels, doit évidemment se poser. Le choix des classifications. On avait activité physique, sportive et artistique. On avait une classification dans les programmes de collège 2008, par exemple, qui donnait un sens, qui pourrait être critiqué, que certains collègues appréciaient ou pas. Mais enfin, elle faisait un plutôt large consensus au sein de la profession. Elle était basée sur des critères de regroupement des activités, les fameux 8 groupements d'activités, qui parlaient à tout le monde, qui parlaient aux profs, puisque nous organisions nos projets de PS et nos programmations en fonction, en respectant le texte. Ça parlait aux élèves, parce que les élèves comprenaient très bien pourquoi on avait mis tennis et badminton dans le même groupement d'activités et volleyball et basket dans un autre. Parlait aux parents, lorsqu'on leur expliquait ce qui était enseigné, pourquoi du comment et quel parcours sportif et artistique sera celui de leur enfant en collège. Eh bien, lorsqu'on fait une classification dans laquelle on met le tennis de table et le rugby dans le même champ de compétences, on ne comprend plus. Nous ne comprenons pas, l'élève encore moins. Alors les parents, dans le meilleur des cas, rigolent. Bien. Donc, ces questions doivent être posées. Et donc, on peut penser qu'on aurait pu faire évoluer la question de classification et d'évolution lorsque les textes sont discutés. N'est pas, pour le SNEP, ça n'a jamais été un tabou. Nous n'avons jamais dit cette classification est parfaite, elle doit continuer à s'appliquer.
Par exemple, sur la question des APPN, y compris on a pu écrire des choses là-dessus, y compris dans les débats de congrès et autres, on a pu voir que ça pose une question, pourquoi on met la voile et l'escalade dans un même groupement d'activités, au sens culturel justement, historique, voire anthropologique du terme. Donc les choses doivent continuer à faire l'objet de débat. Quelles sont les techniques, au sens très large, qu'on doit faire apprendre? Pourquoi ce qui paraît évident en natation, savoir nager, c'est progressivement la maîtrise d'une technique de déplacement efficace et économique dans l'eau. Si on écoute Cato, cherchons pas, la plus efficace, c'est le crawl. Bon, on a quelque chose d'identifié qui a bénéficié d'une évolution dans l'histoire des techniques pour aboutir à un instant T à quelque chose qui, d'ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que c'est quelque chose d'ultime. Les choses continuent à évoluer, à progresser, à se travailler. Mais poser la question du crawl, donc en tant que technique de natation sportive, implique tout un tas de choses. Qu'est-ce que cette technique? Pourquoi est-elle la plus efficace? Comment en prendre dans le temps le plus court possible? Comment elle me permet de gérer mes émotions dans l'eau? Mais au-delà encore, pose des questions du rapport à la nudité, le regard de l'autre, mais aussi le plaisir de glisser, d'aller sous l'eau. Bref, apprendre le crawl, ce n'est jamais juste apprendre le crawl. C'est un problème de société. On admet que chacune et chacun doivent y avoir accès parce que la résonance sociale est forte. Si on ne l'acquiert pas, par exemple l'accès aux loisirs nautiques, le risque de mourir pose des problèmes. On a chaque année plusieurs centaines de personnes, notamment des enfants, qui meurent noyés dans les piscines privées, dans les cours d'eau, dans la mer. C'est un vrai problème de société. Mais tout ça, l'apprentissage et les solutions apportées par l'école, le service public, sont contenues dans un apprentissage sportif, technique. Je pourrais continuer avec Cato, parce que Cato, il dit, il y a une polémique sur l'épreuve de savoir se sauver. Lui dit, apprenez à nager le crawl, vous apprendrez aux enfants à se sauver. Par contre, si vous leur apprenez à se sauver dans des épreuves où on passe dans les obstacles, bref, par exemple comme le test de savoir nager, il dit, vous ne leur apprendrez pas à nager le crawl comme il faut, ils n'iront pas vite, de façon efficiente, etc. etc. Donc, l'un est efficace dans les deux cas de figure, l'autre pas du tout, par exemple. Alors, sur le principe, on peut penser que c'est la même chose dans toutes les APSA. Il n'y a aucune raison de l'évacuer. Donc la question, faut-il faire... donc pour répondre à la question, il faut faire ce travail dans chaque APSA. Des APSA programmées, selon une classification établie, choisir lesquelles, donc je disais leur nombre, dans le cadre de la scolarité obligatoire, comme on le fait dans chaque discipline. On choisit donc le plus essentiel, le plus fondamental, dirais-je, le plus important à un moment T, bref, le plus ludique, puisqu'il y a cette dimension-là à ne pas occulter, pour s'émanciper, c'est-à-dire avoir plus de pouvoir d'action, plus de réflexion sur soi, sur le monde, et in fine, plus de capacité de prendre en compte l'autre, etc., etc. Je finis. C'est-à-dire toutes les compétences, je ne les ai pas nommées, mais dites transversales, derrière lesquelles on met beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop ce qu'on y met, sont contenues finalement, en tout cas c'est le point de vue qu'on défend, qui se cristallise dans nos réflexions collectives au SNEP, sont contenues dans l'enseignement et l'apprentissage à travers les savoirs culturellement significatifs, puisque ayant bénéficié d'un certain nombre des processus historiques de distillation, si j'ose dire, puisqu'on parlait du whisky, donc ça, on peut faire référence commune, qui aujourd'hui ont une certaine valeur. Voilà. On passe la parole à Fred.
Donc, pour répondre à la question, définition d'un élève compétent en EPS, je dirais avant tout, faut qu'on soit d'accord sur la définition de compétence. Et moi, je vois les deux notions que Nico Hirt a développées, les deux manières de voir la compétence, je la vois bien aujourd'hui en EPS. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une vision généraliste qui est de plus en plus forte avec une mise à distance par rapport aux APS et finalement une définition de compétences qui combine différents savoirs moteurs, mais aussi et surtout méthodologiques, sociaux. Et là, on peut se référer au socle commun et aussi à nos champs d'apprentissage qui finalement mettent une distance assez forte par rapport à l'EPS. Et je vois aussi une autre définition de la compétence qui serait beaucoup plus spécifique, qui existait dans les anciens programmes, une compétence spécifique qui du coup est liée à la résolution d'un problème qui est le problème fondamental de l'APSA. Donc après, définir un élève compétent, voilà, c'est comment on se positionne par rapport à ces deux. Pour moi, donc ça, ma vision des choses, c'est pour moi, si on part sur une vision généraliste en EPS de la définition d'un individu compétent, on prend le risque de faire un hors-sujet par rapport à la spécificité de notre métier. Ou alors de répondre à une question, mais qui n'est pas la nôtre, enfin, dans la vision que j'ai du métier que je fais. Donc pour moi, l'élève compétent sur un cursus scolaire, c'est avant tout un élève qui répond à un ensemble de problèmes fondamentaux dans des APSA précises. Reste après à définir dans combien d'APSA sur un cursus. Et c'est au travers de cette confrontation-là, dans un problème, dans un milieu, dans une situation spécifique, contextualisée, que l'élève construit ses savoirs moteurs, tactiques, ses savoirs méthodologiques et ses savoir-faire sociaux. Après, par exemple, sur la délimitation du champ d'APSA, il me semble que la définition des 8 groupements d'activités était pour moi assez cohérente et du coup, je me retrouvais assez bien dans les anciens programmes de collège qui fixaient une compétence par APSA, une compétence attendue par APSA, limitée à 8 groupements d'activités dans le cursus collège. Voilà. Non, mais je n'ai quasiment rien à rajouter à ce qui vient d'être dit. Je trouve que l'éducation physique et sportive, c'est vraiment le domaine où ce glissement, c'est ce que tu viens de souligner, je suis tout à fait d'accord, où le glissement du sens du mot compétence, de son sens, de sa signification ancienne vers l'acception nouvelle, est sujet à énormément de confusion. Faire un beau crawl, c'est une compétence pour tout, je veux dire, au sens courant du mot compétence, au sens ancien du mot compétence, c'est clairement une compétence. Mais au sens de l'approche par compétence, ce n'est pas une compétence, c'est un savoir. Hein, c'est un savoir-faire que l'on peut éventuellement mobiliser dans une situation... Quoi ? Oui, sauver un noyé, par exemple. Hein, ça, c'est être capable de sauver quelqu'un de la noyade. Ça, c'est une compétence au sens où être capable de résoudre un conflit. Ces fameuses compétences transversales qui, pour moi, sont surtout des paroles creuses. Voilà. Et je trouve qu'on a une belle illustration ici des ravages qui ont été faits par ce glissement du mot compétence. Ou alors, je n'ai pas compris. Je ne sais pas s'il y en a un qui marche, mais on entend comme ça. Oui, celui-là, peut-être. Je ne sais pas si on a 3 questions, non ? Ah non ? Parce que... S'il nous reste du temps, mais alors il faut qu'ils répondent beaucoup plus vite que la première fois. Donc on va changer de sens, mais peut-être qu'on peut faire plus vite dans le... Les deuxième et troisième questions reprennent un peu les mêmes idées que dans la première. Oui, la deuxième question. La deuxième question, c'est... Il y a un certain discours institutionnel qui justifie l'absence de prise en compte spécifique de l'éducation physique
au diplôme national du brevet français, fin de troisième. Par le fait que les compétences développées dans cette discipline scolaire, l'éducation physique, seraient partout dans le socle. Tout le monde a entendu ce discours. Nous pensons, nous, que c'est une affirmation idéologique pour conduire à ce qu'au contraire, on ne la trouve nulle part. Alors ça ne veut pas dire que les enseignants de PS ne travaillent pas autrement et ne donnent pas du sens à ce qu'ils font. Mais que penser de leur compétence à ces enseignants de PS, par exemple, à valider une compétence comme, c'est Estelle qui m'avait suggéré, représentation du monde et de l'activité humaine, puisqu'on leur demande de se positionner sur les compétences générales du socle. Donc la question, elle est très simple, c'est quel serait selon vous le meilleur moyen de prendre en compte de manière donc la plus opérationnelle possible les compétences développées uniquement en éducation physique dans le cadre d'un socle commun ou d'un diplôme national de brevet? Frédéric? On essaye de faire plus vite pour gagner un peu de temps, effectivement. Donc liaison socle, disons EPS. Je pense qu'il y a eu un inversement aussi de la tendance. Avant, les programmes étaient d'abord définis par rapport à la discipline, puis partaient sur des compétences générales. Et là, on est depuis la réforme du collège, je parle que du collège, on est sur un départ à partir du socle et on descend progressivement vers la discipline. Donc, moi, pour répondre à la question, la meilleure façon, à mon avis, de répondre au socle, c'est avant tout de répondre à la question, donc au problème fondamental, à la résolution d'un problème fondamental en APS, dans une situation précise, pour, au travers de cette situation, répondre aux compétences plus générales du socle, mais pas de faire l'inverse. Et c'est au travers de cette confrontation-là qu'on peut, en choisissant peut-être 2-3 axes, un axe moteur, un axe plutôt méthodo et un axe plutôt social, qu'on peut vérifier si on a validé ou non une ou deux des compétences du socle. Là c'est bon. Alors, pour faire vite, premièrement, ça s'enchaîne avec ce que tu viens de dire. Le volet 3 du socle, donc les programmes de PS, programmes disciplinaires à proprement parler, devaient répondre, nourrir le socle. L'idée, c'est que les programmes viennent contribuer au socle. Donc au volet 1, volet 2. Or, il n'en est rien. Aujourd'hui, les programmes, donc le volet 3, sont totalement coupés des deux premiers. Je donnerai un ou deux exemples. La construction en trois volets était initiée au moment du ministre Payon, qui a ouvert la négociation, qui a mis sur pied le Conseil supérieur des programmes. Le SNEP a aux côtés des autres organisations, grandement participé, a apporté des propositions. La forme et le contenu final de la dernière mouture des programmes donc dernier projet avant la publication, a été jugé comme une avancée par les instances du SNEP, notamment le Conseil délibératif national. Donc c'était pas stricto sensu à la lettre qui était la proposition du SNEP, mais il y avait des réelles avancées dans le sens, par exemple, qu'on pourrait retrouver dans ce que j'ai dit précédemment. Aujourd'hui, donc depuis 2015, on a un programme qui est totalement en rupture. J'oserais dire, on pourrait dire qu'il est illégal. Il ne l'est pas en soi parce que c'est un texte officiel. Mais enfin, il ignore totalement les prescriptions du volet 1 et volet 2. L'accès à la culture des APSA fait explicitement partie du volet 2. Donc au lieu de préciser par étapes, de façon curriculaire, on peut imaginer différents modèles d'écriture des programmes, ce qu'il y a à apprendre dans les APSA. Les programmes de PS parlent tout simplement d'autre chose ou évoquent les APSA sans toutefois aller jusqu'aux précisions permettant d'avoir des repères d'apprentissage, d'évolution pour les élèves. Deuxième chose, les formations qui sont développées dans les académies par les IPR, puisque les programmes sont accompagnés par les académies. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans l'académie de Rennes. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux grandes catégories, et puis après avoir des nuances entre les deux. On a des IPR qui convoquent les équipes qui disent on déconstruit tout ce que vous avez dans vos projets jusqu'à présent. Les APSA, c'est devenu secondaire. Et on construit un projet à partir de l'approche par compétences. Ou alors on dit, très bien, les programmes sont là. Bon, comme il n'y a pas grand-chose, on va continuer à faire ce qu'on faisait déjà, au point où parfois les collègues se demandent pourquoi ils ont été convoqués.
On leur demande de réécrire le programme, le projet d'EPS de l'établissement qui existe déjà, puisqu'il traite des APSA. En gros, il s'agit, figurez-vous, que ça va jusqu'à dire on va décliner par APSA dans les projets d'EPS pour répondre au volet 2, volet 1. Or, c'est la fonction du programme, c'est-à-dire du volet 3. Mais comme le volet 3 est vide, on fait jouer ce rôle au projet d'EPS. En gros, il y a un programme par établissement. En gros. Donc on est complètement en dehors de ce qui a été imaginé par le cadre originel, si j'ose dire. Troisièmement, alors, bon, je laisse tomber une certaine partie pour gagner du temps. Pour finir sur cette question, pour rappeler ce qui est donc écrit dans le socle, domaine 1, langage des arts et du corps. Volet 2, s'approprier une culture physique, sportive et artistique. C'est explicite. Quand on dit s'approprier une culture sportive et artistique, si le SNEP avait à l'écrire, on n'aurait pas écrit autre chose, en sachant que le volet 3 devait, donc je répète, préciser ce qui doit préciser et nourrir donc APSA par APSA le volet 2. Donc c'est très parlant. Alors, les hyper demandent de travailler sur un socle qui n'existe pas. Et pour une part, les programmes qui sont donc trop généraux sont une réécriture du socle. Parce qu'on a aussi inversement, dans les programmes, des répétitions de ce qui est déjà écrit dans le volet 2, alors que ça n'a aucun intérêt puisque ça a déjà été écrit de l'autre côté. Alors, on peut dire que tout le monde a conscience que ça ne va pas. Je donne 2 exemples. L'article de la doyenne de l'IG, Valérie Debuchy, qui dit, donc dans la revue PES, qui dit que ce n'est pas l'IG qui a écrit les programmes. Or, l'IG défend sur toute la ligne ce que nous dénonçons, c'est-à-dire la construction même des programmes. Enfin, c'est de notoriété publique que l'inspection générale a joué le rôle majeur dans l'écriture des programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, cette même inspection générale, qui, par exemple, à travers le doc qui actuellement est diffusé, donc une convention entre le ministère et la Fédération française de volleyball, un doc qui est un véritable programme dans l'APSA en question, qui est promu, dont la préface est écrite par la doyenne de l'IG et qui encense le travail. Qu'elle nie de l'autre côté. Il y a une posture totalement schizophrénique de l'inspection générale, où on dit, donc d'accord, il y a le volet 3 qui est complètement vide, mais lorsqu'il s'agit de dire ce qu'il faut faire sur le terrain, on revient sur les APSA, en disant toutefois qu'il faut se défaire des APSA, ou que des APSA ne sont que des prétextes. En sachant que quand on regarde quand même de près, pour reprendre ce doc par exemple, qui est un document de promotion d'une activité, il s'agit de véritables... d'une vraie idée, alors avec des points de débat, hein. Faut-il bloquer le ballon, ne faut-il pas bloquer le ballon au volleyball? Ça, c'est un débat professionnel, d'accord. Enfin, avec une trame de progression dans l'activité, où on parle des techniques. On parle des choses que nous vivons tous les jours dans l'enseignement de PS avec nos élèves. Voilà, je m'arrête là, j'ai fait un peu. Donc on avait une dernière question qui était peut-être un peu plus, peut-être pas générale, mais peut-être plus problématique. Je m'aperçois que c'est passé derrière à l'écran, donc vous pouvez la lire. Ça concerne le débat que l'on considère un peu, nous, comme un faux débat d'une opposition entre ce qui serait une approche culturaliste, c'est-à-dire les purs et durs de l'activité sportive, et rien que ça, et un modèle qui serait qualifié de développementaliste et qui serait un peu la voie noble dans des transformations supposées de portée générale et transférables dans toutes les dimensions de la vie, et plaçant donc plutôt l'activité physique au service d'objectifs généraux. Donc l'idée qui vous était, la question qui vous était posée, c'était qu'est-ce qu'on peut penser de cette opposition que nous pensons, nous, stérile, qui n'a pas lieu d'être, et qui, à terme, qu'on peut considérer comme étant un peu mortifère pour la pérennité d'une éducation physique complète dans l'avenir. Donc je ne sais pas qui veut démarrer. Je vais peut-être être forcément un peu hors sujet, mais c'est le début de la phrase qui m'interpelle. Le SNEP qui défendrait une option passéiste de l'éducation physique. Moi, on m'accuse souvent de défendre une vision passéiste de la pédagogie et de l'éducation.
pourtant, je m'en défends. Je suis un fervent partisan d'une modernisation de l'école, si par modernisation on entend abandonner l'école méritocratique, sélective, qui était celle de jadis, pour passer à une école ouverte à tous, où tous les enfants apprennent. Mais si par passéiste on veut dire que les savoirs que jadis certaines classes sociales se réservaient, que ces savoirs-là aujourd'hui n'auraient plus leur place à l'école, sous prétexte que l'école s'est ouverte que l'école secondaire et l'enseignement supérieur se sont ouverts aux enfants de toutes les classes sociales, je dirais que oui, alors je suis passéiste, parce que je pense que ces savoirs, et je pense que ça rejoint tout de même un peu le débat ici sur le rôle culturel aussi de l'EPS, c'est savoir que les classes supérieures se réservaient. Ce n'étaient pas des savoirs qu'on se réservait uniquement parce qu'ils avaient des fonctions symboliques, mais parce qu'ils étaient porteurs des compétences qui permettaient d'occuper sa place demain comme dirigeant dans une société hiérarchisée. Et si on a pour vision de l'école d'instituer en chaque jeune un citoyen capable de prendre une part active dans un processus démocratique, c'est-à-dire être capable de comprendre et de participer à la transformation de la société dans toutes ses dimensions, si c'est ça vraiment le rôle de l'école, eh bien ces savoirs dits passéistes que l'on juge obsolètes et dépassés, il s'agit au contraire de les mettre à la portée et à la disposition aujourd'hui du plus grand nombre. C'est ça, pour moi, une vision démocratique, moderne de l'éducation, et ça n'a rien de passéiste. Il a un micro déjà. Moi, dans ma pratique personnelle, je ressens aussi ce discours institutionnel sur notamment le mot technique. C'est vrai que quand j'ai commencé en formation, le mot technique, c'était quand même un mot important, essentiel. On travaillait beaucoup là-dessus. Et là, c'est devenu un peu un mot tabou. Alors c'est tabou pourquoi ? Parce que d'un côté, je pense que ces techniques renvoient forcément, dans le discours de l'institution, renvoient forcément à techniciste. C'est-à-dire que si on travaille sur une technique gestuelle, on est forcément sur l'idée d'imposer aux élèves une technique particulière. Et aussi parce que souvent, on nous renvoie que la technique est forcément celle du sportif de haut niveau. Alors là, je renvoie à la situation qu'on a vue ce matin sur le volley, qui pour moi mettait la technique au centre, en tant que solution trouvée par les élèves pour s'adapter à la situation. À aucun moment il y a eu une référence au sport de haut niveau. Il y a même une prise de distance, puisqu'on veut se défaire de cette logique de touche de balle en 3 temps avant d'attaquer le camp adverse. Donc, apprendre la technique, c'est pas forcément avoir une approche techniciste. Et c'est pas forcément, c'est pas forcément se référer au haut niveau, au contraire. Donc sur cette situation qu'on a vue sur ce site, il y a aussi à aucun moment un prof qui vient et qui impose sa solution motrice aux élèves. C'est par le milieu qu'on met en place, par les consignes qu'on donne, que l'élève construit sa technique progressivement comme solution qui lui est propre, qui ne vient pas du haut niveau, mais qui lui est propre et qui lui permet de répondre efficacement au contexte qui lui est donné. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre cette technique au centre de nos apprentissages comme un élément fondamental dans la résolution du problème fondamental de l'activité. Et du coup, qu'il y ait pu cette sorte de discours un peu aussi passéiste sur ce mot technique. Et c'est donc par la technique que l'apprentissage donne du sens dans la situation d'apprentissage. Voilà, je pense que... Alors, bon, j'essaie de ramasser. C'est toujours très...
pour le SNEP, c'est des choses... Bon, je commence par une citation de Jérôme Brunner qui fait partie du background intellectuel et scientifique de la conception culturaliste du SNEP. Si l'école doit d'abord transmettre un patrimoine, des savoirs, des démarches, des normes et des valeurs, elle doit simultanément organiser son éventuelle contestation et son nécessaire dépassement. Cette phrase illustre parfaitement la façon dont collectivement nous travaillons ce qu'on appelle les APSA, la culture sportive et artistique, physique. Et qui, de fait, si on rentre par cette porte-là, invalide toute accusation techniciste de la technique et de l'apprentissage de la technique. Une technique est valable si elle est située, et d'ailleurs, nous connaissons suffisamment l'histoire des différentes activités pour savoir que les techniques sont régulièrement remises en cause, qu'elles sont stabilisées à un moment donné, qu'elles-mêmes évoluent en fonction de plein de paramètres qui pèsent sur la pratique dans les situations complexes. Alors, donc, le culturalisme ne se veut pas une méthode. Enfin, en tout cas, le SNEP ne le présente pas comme ça. C'est une méthode, donc c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. C'est pas ça qui est porté par notre activité syndicale. Cette volonté de se différencier d'un courant pédagogique, par exemple, peut se lire ainsi. Ce que représente l'approche culturelle concrètement est beaucoup plus que cela. En tout cas, il y a cette ambition. Lorsqu'on décode les arguments avancés, on peut les identifier, les regrouper par catégories qui, outre l'assise scientifique, s'enrichit alors l'assise scientifique, on n'a pas le temps, donc j'ai cité Brunner, mais il y en a d'autres derrière. S'enrichit de trois autres composantes. D'abord, un point de vue sur l'école et sa fonction en tant que service public. Nous pensons l'enseignement de l'EPS à travers l'étude des APSA dans le cadre de l'école publique et sa fonction en tant que service public, et pas dans un autre cadre, ça change tout. Deuxièmement, un projet politique pour la réussite de tous qui repose sur le slogan « tous capables ». Et ça a des conséquences derrière. Et la réduction des inégalités, donc, par étapes successives. Et troisièmement, un rapport militant avec la profession et un projet syndical politique pour l'EPS et l'école. Je reviens sur le premier point. Alors, pour faire vite, le premier, sur la question de l'école et sa fonction en tant que service public, renvoie donc à la fonction de l'école comme dernière grande institution, qui est en premier lieu de permettre l'appropriation d'abord des éléments les plus significatifs de la production humaine, par les techniques, des règlements, et les plus pertinents pour pouvoir soi-même comprendre et agir dans le monde actuel. C'est un service public. Alors, je fais juste une parenthèse. Il n'est pas la même chose de dire je suis compétent en badminton, comme j'ai développé un certain nombre de compétences transversales, demain je serai un bon cadre dans une société. Moi, j'en sais rien. Par contre, ce qui me semble important et donc gratuit, donc pas utile tout de suite, c'est que l'élève que j'ai en face de moi, qui est devenu compétent en badminton, dans des tâches complexes et authentiques, puisse poursuivre, exercer, vivre et faire vivre cette culture authentique plus tard, aussi bien maintenant après l'école que plus tard dans sa vie future, ce qui n'a jamais été mesuré. C'est compliqué pour ne pas dire impossible. Enfin, en tout cas à l'heure actuelle. Bien, je ferme la parenthèse. Donc c'est un service public national que nous défendons contre toutes les tentatives de déstructuration ou de l'éloignement progressif du principe énoncé, sachant que le travail d'identification de ces éléments pertinents, donc je citais Jacqueline Marcenac, disait qu'ils doivent relever d'un certain niveau de complexité pour être intéressants à faire apprendre. C'est-à-dire que si on n'est pas dans des situations sportives et artistiques authentiques, il ne s'agit pas de dire qu'on fait du transversal pour qu'il se passe quelque chose de significatif. La plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, si on s'appuie sur ce point de vue. Alors le second, c'est un projet politique, donc, qui refuse de considérer les inégalités comme le moteur de toute société. Ce que l'on veut ardemment nous fait croire que... nos adversaires, si j'ose dire, le font soit par arrogance,
il le voit comme un véritable mode d'organisation de l'école et de la société, soit par défaitisme. Ceux qui essaient de gratter à la marge. Je ne vais pas citer d'autres organisations syndicales, ce ne serait pas courtois. Mais enfin, ceux qui pensent que de toute façon, on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça, et donc on adapte un petit peu à la marge, et puis on se contente de cela, on se part de bonnes intentions. Bon, donc on est dans une situation, dans une logique défaitiste. Alors, avec le corollaire inévitable, puisqu'il y a des inégalités, il faut s'y adapter. Bien. Et les plus énergiques parmi eux affichent que c'est pour les combattre. En sachant que c'est un peu curieux, encore une fois, un peu schizophrénique comme posture. La réalité est que non seulement on ne les combat pas, de cette façon, de notre point de vue, mais on les maintient dans une nouvelle forme de communautarisme, alors qui n'est plus seulement uniquement sur des bases ethniques ou religieuses, encore que quand on voit des établissements scolaires dans certaines cités des grandes villes françaises, le communautarisme ethnique et religieux n'a pas disparu. On le constate toujours. Pour citer Rochex, les cursus modulaires, la différenciation des exigences, ce sont toujours les plus démunis qui en sont victimes. Quand ceux qui savent lire le système savent choisir le parcours qui ont de la valeur. Nous avons un débat à avoir sur le commun et la norme, condition de l'individuation, ce qui est un point de vue qui est hérité du plan Langevin-Wallon encore. Par exemple, pour nous, le discours de l'inspection, des inspections, les filles ont des moins bonnes notes que les garçons, donc il faut qu'on fasse des activités féminines. Au SNEP, on a plutôt tendance collectivement à dire tout le monde danse et tout le monde joue au rugby. Donc les garçons dansent avec les filles et les filles jouent au rugby avec les garçons. Enfin, je ne parle pas de situation concrète, là, on est sur le... Enfin, sur l'idée, on est sur une... Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la culture commune que nous portons, qu'on a à s'approprier, qu'ont à s'approprier les élèves scolarisés ensemble à un moment donné? Alors, pour finir, sur une profession conceptrice, donc je suis sur mon troisième point, sur la profession militante, une profession conceptrice et responsable. C'est ce qui me semble le plus immédiatement perceptible. C'est le projet d'une profession donc, qui est conceptrice et responsable, ce qui nous amène à une position qui démarque d'un point de vue assez en vogue actuellement en identifiant des bonnes pratiques, en leur donnant un statut de modèle. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et en engageant la profession à suivre ce modèle comme étant la solution, l'avenir de l'éducation physique, etc. Pour citer une nouvelle fois Rochex, je dirais, donc, de son point de vue, la démocratisation n'est pas soluble dans l'innovation. Celle-ci ne relève pas que de la pédagogie ordinaire. Elle repose sur des logiques de mobilisation militante, organisée ou non. Or, il nous paraît important, pour lutter efficacement pour la réussite de tous, de partir de l'ordinaire de la classe et de l'enseignement. Alors, bon, je raccourcis. Il ne s'agit pas de présenter un modèle, ni un prêt-à-porter. L'approche culturaliste du SNEP et tout ça ensemble, penser collectivement, avec une visée émancipatrice, mais qui non seulement n'empêche pas le débat, mais qui le provoque. Je finis en disant que les techniques et les règlements sont datés, mais sont en permanente évolution. Et l'idée pour l'éducation physique et sportive, à travers l'étude des APSA que l'on défend, c'est justement de s'appuyer sur ces évolutions et de les faire vivre, y compris en éducation physique et sportive. Donc, le droit au débat dans la profession, dans les équipes, le droit à la controverse dans les débats, le droit à la dispute, au sens noble du terme, sont des moteurs qui font que, par cette conception culturaliste, on aboutit sur des enseignements authentiques par l'étude des APSA. Juste un exemple, puisqu'il y a une des critiques, enfin une des raisons où on critique l'approche culturaliste, parce qu'on s'appuierait sur une culture qui est totalement dévalorisée dans la société, parce que c'est l'argent, c'est le grand capital, dopage, bref, un certain nombre de choses
qui sont condamnés, que nous condamnons collectivement, et qui font qui discréditeraient totalement la culture sportive et artistique, notamment sportive, en tant que culture enseignée en éducation physique et sportive. Je fais un parallèle un peu facile, mais enfin je le fais quand même. Ce n'est pas, prenons les arts et l'industrie qui va avec, prenons la littérature dans son histoire, avec les problèmes de sexisme, de viol dans le milieu artistique. Prenons toutes les choses odieuses qu'on peut concevoir aujourd'hui comme odieuses qui ont traversé certaines œuvres de la littérature. Personne n'a eu l'idée de dire interdisons l'enseignement de l'art et de la littérature. Au contraire, évidemment, la question se pose comme celle que j'ai posée au départ. Il y a une question de choix, il y a une question de classification, il y a une question de tri, et dans une dynamique collective permanente, avec des vraies consultations, des vraies concertations, et non pas des choses qui durent 15 jours avec des espèces de groupes de travail qui sont plus des chambres d'enregistrement qu'autre chose. Bon, je m'arrête. Donc s'il y avait quelques réactions, parce il nous reste un petit quart d'heure maxi, toi peut-être qu'il va falloir que tu... Juste une petite intervention par rapport à cette histoire de programme. Il y a eu un projet de programme, il me semble, on en a parlé, on l'a évoqué, survolé tout à l'heure, qui a été mis à la poubelle très rapidement, qui était plutôt pas mal pour l'avoir lu en consultation, puisqu'il était ouvert à la consultation. On a même demandé à des collègues, parce qu'il avait été diffusé, donc on a demandé aux collègues de réagir. Et moi, je faisais partie de la petite poignée des gens, j'espère parmi vous qu'il y en a qui avaient lu et qui avaient réagi. Moi, je trouvais ça pas mal. Et moi, je pense que c'est pas forcément parce qu'on nous traite de culturaliste ou de passéiste, mais c'est parce qu'on était trop ambitieux sur ce projet-là et que ça demandait trop de moyens derrière que ça a été mis à la poubelle. C'est-à-dire que ça légitimait véritablement la profession au sein des 8 groupements d'activité, ça élargissait et ça donnait des réelles ambitions sur l'ensemble, et ça égalisait peut-être sur l'ensemble du territoire. D'après ce que j'avais vu, moi, je trouvais que c'était pas mal. Et le projet Orabel, il est très bien parce que du coup, il va dans le sens d'une réduction globale des moyens attribués. Il ne donne pas beaucoup de poids après derrière pour aller militer pour des gymnases, pour des piscines et pour des trucs comme ça. Il nous diluer dans le grand pot commun, là, globalement derrière, qu'est-ce qu'on est maintenant pour dire, tiens, c'est important d'avoir un gymnase pour faire du sport collectif. Bon, il y a un dojo à côté, t'as qu'à aller faire du judo, c'est pareil. Je caricature un petit peu, mais je pense que c'est... Moi, je dirais qu'on était c'était presque un projet trop ambitieux pour ce qu'il y avait comme moyen à mettre derrière. C'est mon sentiment. Ouais, moi, je voudrais poser une question qui essaie de rapprocher un peu le savoir et la compétence. Je ne vois pas ce qu'est un savoir sans, à un moment donné, une mobilisation dans un contexte donné. Et je ne vois pas de contexte vide. Je ne vois pas de contexte vide non plus de capacité générale qui ne s'exprimerait pas à un moment donné avec un contenu spécifique. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse théoriquement dissocier ces deux notions-là. Et donc, je trouve que on a peut-être raté une occasion de... On a été beaucoup dans la césure, voilà, ça ne peut pas être ça, puisque... Alors que je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de rapprocher un peu plus ces deux pôles. Ouais. Moi j'ai une question qui rejoint peut-être un peu Étienne. Je voulais savoir, moi j'étudie ici la spécialisation et on nous parle souvent de la question du transfert et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous pouvez préciser la question? Alors le transfert, est-ce qu'on pourrait transférer ce qu'on apprend dans un contexte à un autre contexte? Parce que souvent, quand on approche la compétence, on nous explique que c'est important la compétence parce que ça permet de transférer en fait ce qu'on sait mobiliser des savoirs dans un certain contexte, on peut le mobiliser dans un autre. Et là-dessus, les gens ils sont un peu, ils savent pas trop. Des fois ils nous disent ouais ça marche et
Je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Bien sûr que ça n'a aucun sens de prétendre développer des compétences sans qu'il y ait des savoirs derrière. Et inversement, ça n'a aucun sens de prétendre maîtriser un savoir si on n'est pas capable de l'utiliser, de le mettre en œuvre, y compris dans des situations nouvelles, ce qui implique le transfert. Mais il ne suffit pas de constater ça pour réduire à néant l'opposition qu'il y a entre un enseignement orienté sur les compétences et une pédagogie d'approche par compétences d'une part, et un enseignement orienté sur la construction de savoir, c'est-à-dire une démarche, une didactique constructiviste d'autre part. L'approche par compétences, moi ce que je lui reproche, ce n'est pas de développer la capacité d'utiliser des savoirs dans des situations nouvelles. Ce que je lui reproche, c'est qu'elle a la prétention de dire qu'on peut exercer cette capacité, peu importe quels sont les savoirs que l'on mobilise à cette fin. Si vous vous souvenez de l'exemple de l'histoire tout à l'heure, ce que le programme d'histoire dit clairement, c'est que peu importe quelles sont les connaissances historiques, et par connaissances historiques, j'espère qu'on est bien d'accord qu'on entend autre chose que juste des dates et des faits. Peu importe quelles sont les connaissances historiques que l'on mobilise, du moment que l'élève ait appris à travers la démarche à faire une synthèse, identifier la valeur de source historique, etc. Je dis, cette façon de faire, elle réduit le savoir uniquement à un rôle d'instrument au service d'une capacité opérationnelle. Et c'est ça mon reproche par rapport, attention, entendons-nous bien, par rapport à la doctrine de l'approche par compétence pure et dure telle qu'elle est dans les textes. Il aurait fallu ajouter, je n'ai pas eu la présence d'esprit ou le temps de le faire, que l'approche par compétence ou l'orientation par compétence telle qu'elle est, non pas dans les textes universitaires des défenseurs de l'approche par compétence, mais dans les programmes que vous recevez comme enseignant, c'est encore tout autre chose. Ce que vous recevez comme programme ou ce que vous recevez comme enseignement, si vous êtes jeune enseignant, c'est parfois une espèce de mélange où il y a un petit peu d'approche par compétence, un petit peu de constructivisme, un petit peu d'enseignement très traditionnel. Je m'excuse, je n'y peux rien. Moi, mon discours, il était dirigé vers une certaine conception pédagogique qui s'appelle l'approche par compétence, et je suis bien conscient que dans la réalité des référentiels de programmes, des référentiels de compétences qu'on vous sert, que ce soit comme prof de PS ou prof d'autre chose, il y a un mélange de cette conception-là et de plein d'autres conceptions, et puis d'habitude et de passé historique des programmes en France qui restent présents parce qu'on ne peut pas tout bouleverser du jour au lendemain. C'est peut-être ça que vous voulez dire par « est-ce qu'il faut vraiment faire une fracture claire et nette entre les deux ?» La fracture, elle n'est pas dans ma tête, la fracture, elle n'est pas dans les programmes que vous recevez, la fracture, elle est dans les conceptions, dans les concepts théoriques manipulés par les défenseurs de l'approche par compétence d'une part, les défenseurs du constructivisme d'autre part. Voilà. Si je peux me permettre une petite remarque par rapport à ça, par rapport à la question sur le transfert. Si on se pose cette question-là, ça veut dire qu'il faut aller gratter vraiment précisément dans les objets qu'on est susceptible de mettre en perspective pour voir ailleurs. On prend par exemple le terme ou le concept de lecture de trajectoire. Tous les praticiens qui sont dans la salle savent que par exemple, des footballeurs, quand on les met sur un terrain de volley, s'ils ont eu une pratique conséquente de football, vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus à l'aise avec les trajectoires de ballon que des gymnastes, par exemple.
Bon, on a prouvé quoi? On a prouvé que dans une classe de pratique, dans une configuration où il y a des choses compliquées à faire, des situations qui peuvent être repérées comme relativement proches du point de vue de ce qu'elles mettent en jeu comme ressources, eh ben, il y a des reconnaissances plus faciles. Où il y a effectivement un problème avec la compétence, c'est que quand on a une compétence spécifique en éducation physique qui s'appelle gérer un affrontement collectif ou individuel, et qu'on met dans le même paquet cadeau le volleyball ou le rugby et le judo, j'aimerais savoir où on va pouvoir trouver les éléments d'identification qui permettent de dire, quand je fais du judo ou quand je fais du rugby, je développe la même compétence générale à gérer un affrontement collectif individuel. Donc il y a à la fois pour moi un niveau de définition de la compétence et de l'aspect plus ou moins général de la compétence qui montre bien dans la manière dont les textes sont faits que l'objectif, c'était pas de travailler véritablement sur la question de la formation et du développement de capacités transférables, mais que c'était une espèce d'organisation idéologique de la matière qui répond à d'autres besoins. Je ne réponds pas sur le transfert. On sait que dans un certain nombre de situations identifiables qui renvoient au même genre ou au même type de capacité à mettre en œuvre, eh ben, quand on a développé un certain nombre de capacités de dans telle ou telle classe de situation ou classe d'activité, on va plus vite et on est plus à l'aise dans telle autre. Mais on n'a pas de données concrètes là-dessus. Ça, c'est l'empirisme praticien qui le montre. On peut pas être en mesure de dire quand j'ai été capable tactiquement de battre mon adversaire sur le tatami, parce que moi je suis pas judoka, mais la configuration du duel s'opère d'une certaine manière, eh ben, on assure que ça sera pareil que quand on aura lu la situation de 2 contre 1 sur le terrain de handball, par exemple, et qu'on aura tactiquement pris l'avantage sur. Ça, on ne sait pas. Donc, je ne sais pas si je réponds à l'interrogation, mais la question de la définition, de la précision, des contraintes techniques, informationnelles, des capacités à mettre en œuvre dans une classe de tâches qu'on peut repérer de manière très précisément technique, là, elle peut se poser du point de vue du transfert. Mais ça renforce l'idée qu'on ne peut pas faire des paquets cadeaux, fourre-tout, de manière à illustrer une entrée très généraliste dans ce qu'on pratique en éducation physique. Quand j'ai dit que les compétences transversales étaient, pas de façon générale, mais étaient souvent des formules vides de sens, je veux dire par là que ça ne rime généralement à rien de prétendre exercer des compétences transversales ou des compétences pluridisciplinaires ou des compétences générales. Les compétences générales, si tant est, ou pluridisciplinaires ou transversales, si tant est qu'elles existent, résultent généralement de savoir, de savoir-faire, d'expérience que l'on accumule par ailleurs. Le contrôle de trajectoire d'un ballon, ça résulte d'expérience, ça peut résulter aussi de connaissances. J'ai la faiblesse de croire que mes connaissances en physique me permettent au moins de savoir quelles sont les trajectoires possibles. De là à dire que je suis capable de les imprimer à un ballon, c'est une autre paire de manches, ou de pieds, je n'y arriverai pas. Mais j'ai une vague idée de quelles sont les trajectoires qui sont théoriquement possibles. Et ces connaissances ne sont pas totalement... Et je suppose que le footballeur qui joue a intégré, même s'il n'a pas intégré les calculs qui permettent d'arriver aux mêmes conclusions, il a intégré par son expérience, par ses observations, à force de jouer, il a intégré un certain savoir sur les trajectoires des ballons. Je pense que la compétence transversale ou générale, maîtriser les trajectoires, se construit à partir de l'exercice de connaissances, de savoir-faire, d'expérience, et pas le contraire. Oui, juste un mot, enfin, ou deux, sur cette question de transfert. Je donne un peu par rapport à la conception ou la vision culturaliste de l'EPS. Le SNEP n'a jamais tenu, enfin, en tout cas pas à ma connaissance, de discours, c'est pas dans nos mandats pour revenir sur le texte du Congrès, que transfert n'existe pas et que comme la culture des APSA est originale, authentique, unique, ça n'existe pas, ce que Marc vient de dire. Absolument pas. Ça fait partie de la vie réelle, de la culture. Donc, pour preuve, on prévoit, on ne sait pas si le temps et les forces nous le permettront, mais vous avez pu remarquer qu'un certain nombre de numéros de la revue Contre-Pied
portent sur des activités. Il y en a encore là qui arrivent. On se pose la question si, vu qu'on a épuisé un certain nombre de sport co, pour aller sur cette famille-là, si on ne reviendrait pas sur un numéro qui a déjà été publié, à savoir le numéro sport collectif, mais en le questionnant autrement, y compris sous cette question-là. Parce qu'on s'est posé la question pourquoi les collègues programment, pourquoi les équipes programment telle ou telle activité. Y a-t-il un métasport co qui est meilleur que les autres parce que justement il conduit vers des notions de transfert de type footballeurs qui sont bons partout, ou dans beaucoup de sports co, je ne sais pas. Moi, je trouve que dans 2-3 activités différentes, bref, mais comme la controverse est autorisée, c'est très bien. Donc ces choses-là, c'est des choses vivantes de la vie de PES. Par contre, rien ne justifie, et y compris, il n'y a pas de travaux scientifiques, encore moins professionnels, qui valident le choix institutionnel des programmes de PS totalement tournés vers les compétences transversales ou des notions vides en termes de contenu spécifique. C'est sûrement pas la vie réelle des profs de PS qui le justifie. Alors qu'on avait, tu as raison, on avait un projet qu'on avait syndicalement validé comme un progrès. On l'avait validé comme un progrès. Deuxième chose, et c'est pour ça que, et donc je finis, c'est pour ça qu'on a, par rapport à la première question là, du collègue, c'est pour ça qu'au SNEP, aujourd'hui, on partage la vision critique développée par Nico Hir. Et c'est semblable, parce qu'il y en a encore d'autres. Donc on partage tout à fait l'orientation politique de cette vision. Par contre, on a fait le choix politique, le choix politique au sens noble du choix professionnel et syndical, de dire on ne va pas nous jouer à opposer la notion de la compétence et la notion de savoir. Et donc, à un moment donné, il y a des débats ou des écrits dans lesquels vous allez trouver l'utilisation du terme compétence dans le bulletin national, par exemple, où il n'y aura pas de polémique. Mais on va parler d'autre chose. On ne va pas aller sur ce terrain-là. En sachant que ce qu'on met derrière, c'est exactement ces choses vivantes de la vie de tous les jours. Donc, on va articuler la notion de compétence au savoir, mais à la façon de ce que nous portons, et non pas en validant l'approche par compétence. Sur ce, je vous remercie. Marc. Juste pour répondre à l'opposition un peu compétences générales, compétences spécifiques. Compétences, si tu veux, l'approche par compétences qui sont pas spécifiées dans une APSA, par rapport à ce que disait le collègue, sur une approche généraliste de la compétence ou une approche spécifique. Juste comment je le vois. Je pense que sur les deux approches, on peut travailler sur des procédures d'apprentissage qui sont constructivistes. Donc, juste par rapport à ces deux approches, il peut y avoir des liens entre ces deux visions des choses, puisque c'est pas parce qu'on est sur une vision où le problème, c'est la situation, c'est résoudre un problème dans une APSA qu'on est forcément transmissif. C'est un petit peu, moi, ce que je ressens dans le discours institutionnel, c'est qu'à partir du moment où on est sur une approche très spécifique, on est forcément sur le transmissif. On peut être sur des approches très spécifiques et être sur du constructivisme, c'est-à-dire où l'élève construit sa propre technique. Et il me semble que ça peut être un lien avec la vision approche par compétence plus généraliste, qui se revendique elle aussi du constructivisme.